vous qui faites partie des corps intermédiaires et qui exercez en ce moment une forte pression sur le gouvernement afin d'obtenir davantage de personnel dans les EHPAD, qu'attendez-vous des concertations et du projet de loi autonomie? Clairement, l'État a lancé, à la suite des mouvements effectivement de grève qu'a connu ce secteur en début d'année, d'ailleurs mouvement qui était tout à fait inédit, une grande concertation nationale au sein de laquelle l'ensemble des citoyens peuvent s'exprimer. Et donc on ne peut d'abord que les inviter à aller sur le site make.org, Mieux aider nos aînés, pour faire entendre leurs propositions pour améliorer l'accompagnement des personnes âgées. Et nous attendons de cette concertation, tout simplement, mais c'est ce que demandaient également les mouvements de grève de début d'année, que l'État tienne enfin ses promesses en termes d'aide aux personnes âgées pour aller vers la création d'une loi autonomie afin d'améliorer à la fois l'accompagnement des personnes âgées au quotidien en établissement et à domicile, également mieux soutenir les familles et puis enfin améliorer les conditions de travail des professionnels. Alors, je vais revenir sur le site. Nous sommes allés le visiter. Et je dois dire une chose, c'est qu'en termes de propositions, c'est un vide abyssal de la part du public. Parce que le public est demandeur, mais il n'a aucune solution à apporter en termes de solutions. La solution aujourd'hui, on sait qu'il y a des manques, on est tous conscients. On sait qu'il y a, et ça, c'est pas d'aujourd'hui, mais le problème, c'est comment financer les manques. Et la loi qui pourrait passer. Je dis pourrait parce qu'on ne sait pas encore sous quelle forme. La question, c'est aujourd'hui, les établissements sont dans de la demande, sont dans la souffrance pour certains personnels. Que peut-on faire aujourd'hui, malgré des grèves et des piquets de grève devant les établissements? Qu'est-ce qu'on peut faire comme solution? Quelle solution avons-nous en termes de financière? Clairement, dans un premier temps, le fait que le président de la République lui-même s'engage devant l'ensemble des Français à créer une loi dès 2019 pour améliorer la situation de l'aide aux personnes âgées, c'est un premier élément fort, pris par l'État, et dont nous pouvons espérer qu'effectivement il réponde à deux choses par la création de cette prestation autonomie qui est attendue depuis 10-15 ans. C'est-à-dire, un, augmenter le temps de professionnels auprès des personnes âgées à domicile et en établissement, et deux, agir sur le prix payé par les personnes âgées et leurs familles. Alors, les pistes de financement, c'est un choix de société. C'est aux Français de décider quelle peut être la piste ou quelles peuvent être les pistes de financement acceptables pour la société civile. Je vous rappelle qu'en 2011, quand Nicolas Sarkozy envisageait la création d'un cinquième risque, il avait saisi le Conseil économique, social et environnemental pour essayer de dégager une piste de financement. Le Conseil économique, social et environnemental avait réussi à dégager une piste de financement possible et qui avait été adoptée à l'unanimité, sauf quelques abstentions. Donc on voit bien que la société civile peut arriver à déterminer une piste de financement. Donc la question n'est pas tant celle du constat, puisque celui-ci est tout à fait partagé depuis 10-15 ans, elle n'est pas celle des solutions non plus, puisqu'on les connaît à peu près toutes, elle n'est pas non plus celle du financement possible, elle est en définitive, tout simplement, celle de la priorité de l'État. Est-ce que l'État va considérer que l'aide à l'autonomie est un sujet suffisamment majeur pour notre société pour engager les investissements sociaux qu'il convient d'engager? Les engagements des politiques, ça fait 3 gouvernements que nous les passons, ils ne les ont jamais respectés. D'accord ? Le chiffre qui ressort, l'évaluation qui ressort des besoins, c'est entre 7 et 10 milliards par an. Sans tenir compte de deux choses, c'est qu'une fois qu'on aura recruté le personnel, il faudra le former correctement. Et une fois qu'il sera formé correctement, il faudra le payer à sa juste valeur. Ce qui veut dire que ça n'est plus entre 7 et 10 milliards qu'il faudra rajouter, mais beaucoup plus. Vous avez raison. Les évaluations actuelles sont autour de 10 milliards d'euros. D'abord, il faut toujours comprendre que c'est de l'investissement social. Vous allez créer en investissement cet argent de l'emploi. C'est autant de cotisations et notamment que vous allez récupérer par la création de ces emplois. C'est autant d'indemnités chômage que vous n'avez plus à financer. C'est autant également d'arrêts maladie, d'arrêts du travail que vous ne financez plus. Mais au-delà de ça, ça ne suffit pas. Je vous rappelle que quand il s'est agi de la question de la SNCF,
l'État a expliqué que la somme de la dette n'était pas le problème. Je vous rappelle que la dette était de l'ordre de 57 milliards. Donc 10 milliards d'euros au regard du budget de la Sécu, au regard du budget de l'État, certes, ça peut paraître en soi des sommes importantes, mais il faut toujours le ramener à ce que c'est au regard des budgets de l'État. Et ce ne sont pas des sommes inconsidérées. Donc ça relève bien de priorité nationale. Et par ailleurs, il faut l'avoir en tête, c'est de l'investissement. Bien sûr que pour améliorer la qualité, comme dans tout secteur, il convient d'engager de l'argent. Mais quand vous engagez de l'argent et que vous faites de l'investissement, c'est pour récupérer des bénéfices derrière. Donc, je vous le dis, ne serait-ce que les bénéfices, si vous avez moins d'arrêts de travail, moins d'arrêts maladie, c'est déjà des bénéfices. Dans une société française où nous n'avons de cesse que d'entendre dire qu'on est en surconsommation, notamment d'antidépresseurs, et quand on sait que le public âgé est le premier à être le plus exposé au risque dépressif, on peut penser que d'être mieux accompagné, notamment par la création de postes de psychologues, peut permettre une diminution d'antidépresseurs. Et donc là aussi, ce sont des sources de financement possibles qui peuvent être redistribuées. Donc il faut toujours penser ce financement en termes d'investissement. Je vous écoute, hein, je vous entends, mais sincèrement, 10 milliards dans le budget de l'État aujourd'hui, qui fait à peu près 25 à 30 milliards de déficit par an, je trouve que ça risque d'être un déséquilibre. Enfin, bon, ça sera peut-être réglé, je ne sais pas comment ils vont tourner leur projet. Nous verrons bien. Et puis, il faut savoir aussi que la France est aujourd'hui entre 2500 milliards et 3000 milliards de pertes, hein, donc c'est de déficit. Ça commence à faire beaucoup d'argent, de passifs. Dernière question. Regardez, le gouvernement a récemment annoncé que les comptes de la Sécu étaient revenus à l'équilibre. Donc il y a aussi des éléments qui sont plus favorables. Je suis tombé aussi sur un journal qui annonçait 1,8 milliard de pertes dans les hôpitaux cette année. 1,8 milliard, hein, c'est pas neutre. Pour finir, est-ce que vous ne trouvez pas que l'image qui est aujourd'hui donnée par les médias ne soit pas trop négative, même si ça vous permet de faire pression sur le gouvernement? Ne pensez-vous pas que ça soit préjudiciable au corps même que vous représentez, c'est-à-dire tous ces salariés qui font bien leur travail dans les structures, qui mettent beaucoup de cœur et qui se trouvent un petit peu salis par l'image déplorable que les médias en font? Vous avez raison, l'ensemble des professionnels de ce secteur, que ce soit en établissement ou à domicile de la même manière, est largement engagé dans son travail au quotidien auprès des personnes âgées pour faire en sorte qu'elles soient accompagnées le mieux possible. Et beaucoup d'entre eux le paient d'ailleurs au prix de leur santé. Je vous rappelle que la Caisse nationale d'assurance maladie, l'année dernière, indiquait que celui de l'aide aux personnes âgées, le secteur de l'aide aux personnes âgées, était le seul secteur, toute activité confondue, qui voyait ses taux d'accident du travail et d'arrêt maladie augmenter. Toute activité confondue. Il y a un qui est très important. La Caisse d'assurance maladie a ressorti son bilan cette année et le constat est strictement le même. Donc on voit qu'en fait cet engagement que vous soulignez de l'ensemble des professionnels, quels qu'ils soient, aides-soignants, infirmiers, ergothérapeutes, animateurs, directeurs, etc., on voit que cet engagement quotidien, effectivement, permet de pallier les manques de l'État. Parce que, vous savez, ce qu'a demandé ce mouvement en début d'année, c'est tout simplement que l'État tienne ses promesses. Ce mouvement demandait à l'État de mettre en place les ratios de professionnels que l'État lui-même annonçait en 2006 déjà, et que l'État lui-même reconnaît comme nécessaire dans ses derniers rapports. Donc en fait, ce mouvement ne demande pas autre chose à l'État que de tenir ses engagements. Comme ces professionnels tiennent leur engagement auprès des personnes âgées en termes de qualité de service, depuis 10-15 ans qu'ils ont été largement améliorés. Donc, bien sûr que l'image aujourd'hui dont souffre ce secteur d'activité, évidemment, pèse sur ce secteur d'activité, mais il faut toujours avoir en tête qu'il y a quelque chose d'extrêmement courageux dans ce qu'ont fait l'ensemble de ces professionnels qui savent dénoncer aujourd'hui la situation. C'est qu'ils disent, et ça, le Conseil économique, social et environnemental l'a souligné, ces professionnels ont eu le courage de dire « Nous faisons un travail dont nous pensons que nous pourrions le faire autrement et nous pourrions mieux le faire. Et nous souhaiterions mieux le faire. » Et en fait, ces mouvements ont permis une chose en termes d'image publique, vis-à-vis notamment de la presse, c'est que là où ce secteur était pointé précédemment uniquement sur
des cas très isolés d'éventuelles maltraitances ou de vieilles dames qui décédaient parce qu'elles se perdaient, etc. Aujourd'hui, la presse a compris que les professionnels faisaient le maximum de ce qu'ils pouvaient faire compte tenu des moyens qui leur étaient apportés, mais que cela ne dépendait pas uniquement d'eux et que la question était bien une question de société et que c'était à l'État maintenant de s'engager pour tenir les promesses qu'il a faites depuis 10-15 ans. Je terminerai sur deux choses. C'est le seul établissement qui a été fermé pour cause d'absence de bientraitance plus que de maltraitance, l'a été suite à une émission qui s'appelait Cache Investigation. Et l'établissement public qui a été fermé avait un ratio de 0,65, c'est-à-dire très au-dessus de la moyenne nationale. Ça veut dire qu'il y a aussi un problème de management au sein des structures. Et c'est à nos yeux essentiel aussi que l'établissement soit bien géré par une direction qui soit... C'est évident. Qui soit à l'écoute. L'ADEPA a toujours indiqué qu'il convenait effectivement de sanctionner des attitudes qui n'étaient pas conformes avec l'éthique et l'engagement des professionnels au quotidien. Pour autant, bien sûr que les projets d'établissement vont donner une orientation, vont permettre un meilleur accompagnement. Mais vous pouvez être le meilleur manager du monde. Si vous avez moitié moins de personnel, vous pouvez être le meilleur professionnel du monde, notamment soignant, mais si vous ne disposez que de 10 minutes pour accompagner quelqu'un quand il vous en faut 20, vous pourrez faire preuve de toute l'humanité que vous voulez, de tout le professionnalisme dont vous voulez, vous disposerez uniquement de 10 minutes. Donc il faut les deux conditions. Il faut à la fois effectivement des projets, et ça nécessite de repenser le modèle d'accompagnement des personnes âgées, ce qui est une vraie question de société également. Est-ce qu'il faut repenser l'aide à domicile compte tenu de l'isolement qu'on y connaît? Est-ce qu'il faut repenser le modèle des établissements alors que nous savons que l'excès de normes ne permet pas autant de liberté et on voit des modèles nouveaux éclore comme les résidences-services, etc. Donc repenser le modèle d'une part, et c'est notamment l'un des objets de la grande concertation. Et deuxième élément, repenser les financements pour enfin permettre cette augmentation de professionnels et ainsi avoir à la fois les conditions en temps de professionnels et donc en moyens humains et également les projets qui permettent de répondre au mieux en termes de services et de qualité de service aux attentes des personnes âgées. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Monsieur Jussin.